Imaginez l'injustice la plus absurde de l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit ni d'une guerre perdue, ni d'une couronne volée. Il s'agit du nom d'un continent entier. Demandez à n'importe quel écolier « Qui a donné son nom à l'Amérique ?» La réponse fusera « Amerigo Vespucci ». Mais posez la deuxième question, et même les professeurs d'histoire se mettront à transpirer. Pourquoi cette partie du monde porte-t-elle le nom de Vespucci? L'aurait-il découverte? Non, jamais. Aurait-il été le premier à poser le pied sur le continent, laissant derrière lui des îles paisibles? Encore raté. Colomb et Cabot furent les premiers. Alors Vespucci était-il un menteur effronté, criant sa suprématie sur tous les toits? Non, il n'a jamais revendiqué cette découverte. De plus, il est fort probable qu'il n'ait même pas soupçonné, jusqu'à sa mort, que cette immense étendue de terre portait son nom sur les cartes. Comment un homme qui, au fond, n'a rien accompli de remarquable, a-t-il pu recevoir un honneur digne des rois? Pourquoi ne vivons-nous pas en Colombie, mais dans un monde qui porte le nom d'un simple employé florentin? Voici l'histoire d'un incroyable enchevêtrement de coïncidences, d'erreurs absurdes et de quiproquos ridicules. C'est le récit de la façon dont un homme, grâce à un voyage qui n'a peut-être jamais eu lieu, a acquis une renommée qui a éclipsé tous les navigateurs de son époque. Pendant 4 siècles, ce nom, Amérique, a fait grincer des dents les historiens. Vespucci a été accusé de fraude, de falsification et de manœuvres déloyales. On l'a tantôt qualifié de plus grand savant ayant repoussé les frontières du monde, tantôt de plus grand imposteur que la géographie ait jamais connu. Où était la vérité? Aujourd'hui, l'affaire Vespucci n'est pas une conférence ennuyeuse, mais une véritable enquête, un jeu d'esprit, où nous allons maintenant disposer les pièces sur l'échiquier de l'histoire. Avant de commencer, oubliez tout ce que vous savez de la géographie. Effacez les contours des continents sur les cartes modernes. Imaginez un monde où l'océan Atlantique n'existe pas et où, au-delà de l'horizon, ne règne qu'une obscurité infinie. Alors seulement, vous pourrez ressentir pleinement l'émotion et l'émerveillement primitifs qui ont saisi les hommes lorsque les contours d'une terre inconnue ont commencé à émerger du brouillard. L'humanité aspirait à donner un nom à cette terre, cherchant une raison de crier sa joie. Et à cet instant, un vent de hasard apporta un mot vibrant, un mot magnifique, léger comme une plume, Amérique, et le monde l'accueillit sans se demander si c'était juste ou non. Passons à l'an 1000. L'Europe est plongée dans un profond sommeil léthargique. L'esprit humain est paralysé. On a tout oublié, lire, écrire, compter. Même les grands rois, au lieu de signer, apposent une croix sur le parchemin. La science est devenue une momie, enveloppée dans les bandelettes de la théologie. Personne ne voyage. Personne ne sait ce qui se cache au-delà de la prochaine forêt. Le monde s'est réduit à la taille d'un château ou d'un rempart. On vit dans des logements exigus et dans l'obscurité. Et le pire, c'est que l'on ne veut plus rien savoir. Parfois, des étincelles de mémoire jaillissent de ce brouillard. Les anciens murmurent « Le monde était jadis plus lumineux. Il y avait des légions romaines, des routes qui traversaient les continents. Il y avait un certain roi, Alexandre, qui atteignit l'Inde. Il y avait des sages qui lisèrent la forme de la Terre dans les étoiles, mais où est tout cela? Il n'y a plus de livres. Il n'y a plus de route. Tout semble un rêve. Et à quoi bon si demain c'est la fin? Les églises s'écrient « L'an 1000 sera le dernier. Dieu est las de nos péchés. Le jugement dernier est déjà imminent. Les gens abandonnent leurs champs, se délestent de leurs biens, revêtent leurs haillons et attendent l'apparition des cavaliers de l'Apocalypse. Des milliers de croyants passent leurs nuits à genoux, s'attendant à être engloutis par les ténèbres éternelles. Mais l'an 1000 arrive. Et, miraculeusement, le monde n'a pas pris fin. Dieu a fait preuve de miséricorde. Et à cet instant, l'Europe respire profondément. Des cathédrales commencent à surgir à travers le pays, des mains de pierre levées vers le ciel en signe de gratitude. Mais la gratitude ne suffit pas. Nous devons prouver notre amour par des actes. Comment tolérer que le Saint-Sépulcre tombe entre les mains des païens, alors chevaliers, paysans, serviteurs, tous accourent de leur foyer, vers l'Orient, vers la croisade. 100 ans s'écoulent. En 1200, le Saint-Sépulcre est de nouveau perdu, mais la campagne n'aura pas été vaine. L'Europe s'est éveillée. Les chevaliers constatent que leur Occident reculé n'est qu'un cloaque immonde comparé à la splendeur de l'Orient. Les Sarrasins, considérés comme infidèles, possèdent de la soie, les épices, des tapis à couper le souffle. Et surtout, ils possèdent le savoir. Il s'avère que ces peuples ne se contentent pas de combattre, ils étudient. Ils ont des cartes, des tables, des instruments. Ils connaissent les lois du mouvement des astres. Et alors, l'Européen comprend, pour dominer le monde, il ne suffit pas de manier l'épée. Il faut aiguiser son esprit. Les universités ouvrent les unes après les autres. Oxford, Sienne, Salamanque. L'homme aspire à nouveau à percer les secrets du ciel et de la terre.
vers 1300, l'Europe s'était enfin affranchie de ses dogmes. Dante, Giotto et Roger Bacon firent leur apparition. L'esprit humain prit son envol. Mais la Terre semblait encore une cage minuscule. Tout autour s'étendait la mer, un océan de ténèbres impénétrables. Nul ne savait ce qui se trouvait au-delà de Gibraltar. Les anciens disaient « il n'y avait pas d'autre passage ». Tout navire s'aventurant dans ce vide ne reviendrait jamais. L'homme était prisonnier d'un monde dont il ignorait les limites. Puis, en 1298, 3 hommes étranges, vêtus de manteaux de fourrure, débarquèrent sur le quai de Venise. Ils parlaient en vénitien, mais semblaient venus d'une autre planète. L'un d'eux était Marco Polo. Ses récits suscitent des rires. Quelle Chine, quel Kublacan, quel Japon et quelles îles aux épices. Aucun chrétien n'aurait pu aller aussi loin. Mais lorsque les frères Polo ouvrent des coffres remplis de pierres précieuses, les rires cessent. Toute l'Europe est saisie d'une fièvre. Cela signifie que l'Inde est accessible. Cela signifie que le monde est infini et regorge de trésors. Un siècle passe et ce rêve devient l'obsession d'un seul homme, le prince Henri de Portugal que nous connaissons sous le nom d'Henri le Navigateur. Il ne navigue pas lui-même, mais il établit un véritable quartier général pour la conquête des océans aux frontières du Portugal au Cap Sagres. Il rassemble les meilleurs astronomes, cartographes et timoniers. Les vieux érudits l'effraient, la mer bouillonne à l'équateur. Le soleil brûlera vos navires, les arbres n'y poussent pas, seule la mort règne. Mais les cartes arabes racontent une autre histoire. Au sud, il y a de la vie, de l'or, des esclaves noirs. Et Henri donne l'ordre, en avant. Ce fut l'exploit immortel des Portugais. Chaque année, une nouvelle victoire. Madère est découverte, le Sénégal est atteint. Les marins regardent avec ironie les livres anciens. Ils voient des palmiers, là où Ptolémée promettait un désert aride. Une petite nation accomplit l'impossible. En 1486, Bartholomew Dias contourne l'Afrique. La route vers l'Inde est ouverte, le Portugal triomphe, nul ne peut le rattraper. Mais en 1492, un événement incroyable se produit. Un Génois inconnu du nom de Colomb déclare « Pourquoi faire le tour de l'Afrique pendant 6 mois quand on peut atteindre l'Inde en 3 semaines simplement en naviguant vers l'ouest ?» Il prend le large et miraculeusement découvre la terre. Il est certain qu'il s'agit de l'Inde. Il revient avec des perroquets, de l'or et des Indiens. L'Europe est stupéfaite. Il s'avère que le globe terrestre est bien plus petit qu'on ne le pensait. L'Espagne s'empresse de sécuriser ses terres par une bulle papale. Colomb devient grand amiral, vice-roi. Il amène avec lui des musiciens pour divertir les indigènes et d'énormes coffres pour l'or de Chine. Les événements s'enchaînent à un rythme effréné. En 1497, Cabot découvre des terres au nord. En 1499, Vasco de Gama revient des Indes, chargé d'épices d'une valeur inestimable. En 1500, Cabral, de manière inattendue, accoste au sud. On a fait plus de découvertes en 10 ans qu'en 1000 ans. Le calendrier ne recèle aucun nom de saint pour nommer ces nouvelles îles. Mais l'esprit des hommes est en pleine confusion. Colomb jure avoir vu des fleuves jaillir du paradis. Mais pourquoi ces terres ne ressemblent-elles pas à celles décrites par Marco Polo? Où sont les grandes cités? Où sont les empereurs en robe d'or? Tout semble étrange, contradictoire et mystérieux. Le monde attend une réponse. L'humanité veut comprendre, qu'a-t-elle donc découvert? Puis, en 1503, une mince brochure, 5 ou 6 pages seulement, fit son apparition dans les librairies parisiennes et florentines. Son titre, Mundus Novus, Nouveau Monde, était on ne peut plus clair. L'auteur, un certain Albéric Vespucius, y décrivait sous forme de lettres aux Médicis son voyage vers des terres inconnues. De telles lettres étaient de monnaie courante à l'époque. Les maisons de commerce étaient avides de toute information sur les nouvelles contrées. Mais cette lettre fit l'effet d'une bombe. Traduite en latin pour être accessible à tous les intellectuels, elle fut réimprimée en Allemagne, en Hollande et en Italie et devint un best-seller incontournable. Pourquoi? Parce que cet inconnu, Vespucci, s'est révélé être un conteur de génie. Les navires de Colomb et de Dias étaient de manœuvrer par des guerriers austères et des marins illettrés, incapables d'aligner 2 mots. Leurs récits étaient d'une platitude affligeante, telle latitude, telle côte. Mais Vespucci savait captiver son auditoire. Il ne se contentait pas de décrire des coordonnées. Il peignait des tableaux. Il parlait des coutumes des peuples primitifs, des fruits exotiques, des étoiles invisibles en Europe. Il fut le premier à prononcer ces mots qui allaient tout changer. Il n'a pas dit « j'ai trouvé la route des Indes ». Il a dit « voici le nouveau monde ». Songez à la force de cette phrase. Colomb s'accrocha à une vieille erreur jusqu'à sa mort.
Il croyait avoir découvert les vestiges de l'Asie antique. Il tenta de faire entrer sa grande découverte dans le cadre des cartes anciennes. Mais Vespucci eut l'audace de déclarer « Tout ce que nous savions jusqu'ici est faux. Ce n'est pas la fin de l'ancien monde, mais le début d'un monde entièrement nouveau. » Ce fut une véritable révolution intellectuelle. Pendant que Colomb combattait les indigènes et cherchait de l'or pour la couronne, Vespucci captivait l'imagination des peuples. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vespucci n'était pas un marin professionnel au sens traditionnel du terme. C'était un homme d'affaires florentin représentant de la maison de Médicis à Séville. Un homme d'un genre nouveau, cultivé, curieux et analytique. Ses lettres n'étaient pas des rapports officiels. C'étaient des récits vivants contés à son cercle intime. C'est précisément cette simplicité qui les rendait populaires. Mais la popularité engendra aussi l'envie. Imaginez l'atmosphère de cette époque, l'Europe est un véritable bouillonnement de tensions. Les anciennes autorités sont à bout de souffle. L'Église lutte encore pour conserver son emprise, mais le peuple entrevoit déjà un avenir meilleur, synonyme de richesse et de pouvoir. Vespucci se retrouve au cœur même de cette tourmente. Ses lettres sont lues dans les universités et commentées à la table des rois. Et tandis que Colomb se noie dans ses lamentations sur l'injustice du sort et l'ingratitude de la couronne espagnole, Vespucci devient une figure littéraire de premier plan. Mais penchons-nous sur Amerigo lui-même. Qui était-il vraiment ? Un marchand florentin d'âge mûr qui décida soudainement de quitter son bureau confortable pour se lancer dans l'inconnu. Était-ce un acte digne d'un fou ou d'un homme assoiffé de gloire, ou peut-être un homme qui n'avait plus rien à perdre ? Sa biographie est pleine de zones d'ombre. On débat encore du nombre exact de ses voyages en mer. Certains historiens affirment qu'il a embelli ses exploits. D'autres disent qu'il était le seul à avoir véritablement saisi l'ampleur des événements. Imaginez comment l'information circulait au XVIe siècle. Il n'y avait ni Internet, ni journaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Les nouvelles se diffusèrent par lettres et brochures imprimées. C'était une époque où les mots valaient plus que l'or. Savoir exprimer ses pensées avec élégance permettait de réécrire l'histoire. Vespucci maîtrisait cet art à la perfection. Il ne se contentait pas de décrire les rivages, il décrivait les sensations. Il évoquait le parfum des épices dans l'air, le chant des oiseaux à l'aube, le regard des autochtones sur les nouveaux arrivants. C'était le premier journalisme de voyage de l'histoire. Il vendait le rêve du nouveau monde. Tandis que Vespucci fascinait les esprits, un cartographe allemand du nom de Martin Waldseemüller travaillait à l'élaboration d'une nouvelle carte du monde. En 1507, quelques années seulement après la publication des lettres de Vespucci, il publia un atlas. Sur cet atlas, au cœur même de la nouvelle terre, il inscrivit le nom Amérique. Il souhaitait immortaliser le nom de celui qui, selon lui, avait été le premier à comprendre que ce continent n'était pas l'Asie. Waldseemüller ignorait que Vespucci n'était qu'un parmi tant d'autres à avoir contemplé ses rivages. Il voulait simplement embellir la carte, lui donner un nom. Imaginez la réaction de ses contemporains. Colomb, lui, n'en eut probablement jamais connaissance. Il mourut dans la pauvreté et l'anonymat, persuadé d'avoir découvert une route vers l'Inde par l'ouest. Il ignorait que sa grande découverte portait le nom d'un autre. Ironie du sort, digne d'une tragédie grecque, le grand amiral qui avait ouvert la voie à travers l'océan fut effacé du nom du continent. Et le clerc florentin qui avait simplement décrit avec éloquence ce qu'il avait vu devint immortel. Était-ce un hasard ou une constante ? Dans l'histoire, ce n'est souvent pas celui qui fait le premier pas qui l'emporte, mais celui qui le révèle au monde en premier. Colomb gardait jalousement ses secrets. Il était méfiant et jaloux. Vespucci, en revanche, était ouvert. Il partageait ses observations. Ses lettres étaient accessibles à tous. Il devint la voix d'une ère nouvelle qui réclamait des réponses, du savoir, des descriptions. Colomb était un homme du passé, un homme de foi et de dogme. Vespucci était un homme d'avenir, un homme de science et d'observation. Aujourd'hui, quand on regarde une carte, on voit « Amérique ». Ce nom nous est familier. Il nous semble aller de soi. Mais derrière ce mot se cache tout un drame. Une histoire d'ambition, d'erreurs fortuites, d'envie et de brillantes stratégies marketing. C'est l'histoire de la façon dont le monde change, non seulement par les armes et les navires, mais aussi par les mots que nous choisissons. Qu'a donc fait Vespucci qui continue de faire débat parmi les historiens ? Il fut tout simplement le premier à oser affirmer « Le monde est plus vaste que nous le pensions ». Il a fait voler en éclats des frontières millénaires. Il a ouvert la porte à l'inconnu. Et même s'il n'a pas été le premier à apercevoir la Terre, il a été le premier à entrevoir le potentiel de cette découverte. Il n'a pas seulement vu la Terre, il a vu l'avenir. Et c'est peut-être pourquoi son nom reste gravé dans l'histoire.
L'histoire n'est pas toujours juste. Elle ne distribue pas les récompenses au mérite. Souvent, elle choisit ceux qui se trouvaient au bon endroit, au bon moment, avec les mots justes. Vespucci était précisément de ceux-là. Il fut l'étincelle qui embrasa l'imagination de l'Europe. Il fut celui qui transforma la peur de l'inconnu en une soif de découverte. Et tandis que nous continuons de débattre de la question de savoir s'il mérite un tel honneur, l'Amérique continue de grandir et d'évoluer, portant en son nom le souvenir d'un commis florentin qui, un jour, décida simplement de décrire ce qu'il voyait. Cette histoire nous enseigne que la réalité ne se limite pas à ce qui existe, mais englobe aussi notre perception. Christophe Colomb a vu l'Inde, et donc, pour lui, c'était l'Inde. Vespucci a vu le Nouveau Monde, et donc, pour le monde, c'était le Nouveau Monde. Nous vivons dans un monde façonné par nos perceptions. Et si l'on veut marquer l'histoire de son empreinte, il ne suffit pas de faire une découverte. Il faut trouver les mots pour expliquer au monde précisément ce que l'on a découvert. C'est peut-être là le secret de la réussite de Vespucci. Il n'a pas cherché à imposer le nouveau à l'ancien cadre. Il était prêt à rejeter toutes les croyances de ses ancêtres pour accéder à la vérité. Cette qualité, le courage de penser, est une valeur intemporelle. Et c'est ce qui a immortalisé son nom. Nous poursuivrons notre voyage sur les traces d'Amerigo Vespucci. Nous découvrirons comment ces lettres furent rédigées, qui tenta de le démasquer, et pourquoi, des siècles plus tard, son nom suscite encore tant de controverses. Nous explorerons des archives où sont conservées d'anciennes cartes et tenterons de comprendre ce que Vespucci a réellement vu lors de ses voyages. Ce sera un périple captivant, riche en secrets et en rebondissements. Restez avec nous, car l'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, elle est aussi ce que nous découvrons chaque jour. Un voyage au cœur de l'ère des grandes découvertes nous attend où chaque navire était un pari risqué et chaque carte une œuvre d'art. Nous verrons comment la conscience humaine a évolué lorsque nous avons compris que le monde ne s'arrêtait pas à l'horizon. Nous comprendrons le véritable esprit d'exploration qui animait ceux qui étaient prêts à tout risquer pour découvrir ce qui se cachait au-delà des océans. Et bien sûr, nous percerons enfin le mystère d'Amerigo Vespucci, celui qui a donné son nom au monde. Chacun de nous est, d'une certaine manière, un explorateur. Nous sommes tous en quête de notre propre nouveau monde, de nos propres réponses aux questions que pose la vie. Et peut-être que l'histoire de Vespucci nous aidera à comprendre que parfois, le pas le plus important n'est pas le premier que l'on fait, mais celui que l'on fait les yeux ouverts et le cœur prêt au changement. Après tout, le monde regorge de découvertes et chacune attend son explorateur. Et qui sait, peut-être que votre nom deviendra un jour le symbole de quelque chose de nouveau et de grand. Poursuivons ce chemin ensemble. Il reste tant à découvrir. Nous explorerons des détails qui ont échappé aux historiens pendant des siècles et rétablirons la justice. Ou du moins, nous comprendrons pourquoi elle a été bafouée. Ce sera une conversation franche sur l'histoire, sans embellissement ni simplification. Car c'est seulement ainsi que nous pourrons vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés là. Notre voyage ne fait que commencer. Le monde nous attend. Que le nom Amérique demeure à jamais un rappel que l'histoire n'est pas qu'une succession de dates et de noms, mais un processus vivant où chacun de nous a un rôle à jouer. Préparez-vous à ce que des choses familières se révèlent sous un jour nouveau. Après tout, c'est là toute la magie de l'histoire. Elle n'est jamais ennuyeuse si l'on sait où chercher. Lorsque la renommée d'Amerigo Vespucci commença à croître à pas de géant, ses détracteurs se déchaînèrent. Comment ce courtier, ce marchand, osait-il s'attribuer la découverte du grand amiral Colomb? Des cris d'indignation résonnèrent dans tous les ports espagnols. Vespucci fut accusé de faux, de falsification des dates de voyage, d'appropriation éhontée du mérite d'autrui. On le qualifia de fin connaisseur du marketing qui avait simplement réussi à prendre de l'avance pendant que d'autres se tuaient à la tâche sur les océans. Ces débats persistent encore aujourd'hui, un demi-millénaire plus tard. Les bibliothèques regorgent d'ouvrages où des auteurs débattent sans relâche. Vespucci était-il un grand scientifique pionnier ou le plus effronté menteur de l'histoire de la géographie? Mais laissons de côté les émotions et examinons les faits. Est-ce la faute de Vespucci si un cartographe d'un petit village lorrain a décidé d'immortaliser son nom sur une nouvelle carte? En 1507, Martin Waldseemüller publia sa célèbre carte du monde. Dans la préface, il écrit brièvement et clairement « Puisqu'Amerigo a découvert cette partie du monde, je ne vois aucune raison de ne pas l'appeler Amérique. » Le processus était lancé. Le nom s'avéra si pertinent et approprié à l'époque qu'il resta à jamais associé au continent. Colomb a offert au monde des terres, mais Vespucci lui a offert une idée. Il a donné à l'humanité le concept d'un nouveau monde.
Et c'est pour cela, pour son audace intellectuelle, pour sa capacité à percevoir la nouveauté là où d'autres ne voyaient que l'ancien, que l'histoire l'a récompensé comme elle n'a jamais récompensé personne. L'ironie est que la plus grande découverte a été nommée non pas en raison de son importance, mais en raison de son nom. Nous poursuivons notre partie d'échecs à travers l'histoire. Devant nous se cachent des rebondissements stupéfiants, des erreurs devenues les vérités et de grands hommes qui ont tout perdu en poursuivant des chimères. Nous commençons à peine à explorer les zones d'ombre et les doutes de cette époque. Mais aujourd'hui, quand vous entendez le mot « Amérique », vous savez, derrière ce nom se cache non seulement un homme, mais aussi le plus grand hasard jamais survenu sur cette planète. Et c'est peut-être précisément dans ce hasard que réside la véritable magie de l'histoire. Restez avec nous, car nous allons examiner chacun des voyages de Vespucci et découvrir: est-il vraiment allé là où il prétendait, que commençait le Nouveau Monde, ou n'était-ce qu'une invention géniale qui lui a valu l'immortalité? Nous en sommes donc arrivés à la conclusion que l'Amérique est le fruit du plus grand accident de l'histoire. Mais pour comprendre comment cet accident est devenu réalité, il nous faut remonter au tout début du XVIe siècle. Le monde de cette époque était bien différent. C'était une ère où les cartes s'arrêtaient dans le brouillard et où la plupart des gens croyaient que seuls des monstres marins vivaient au-delà de l'horizon. À la charnière des XVe et XVIe siècles, on ignorait tout de ce qui se cachait au-delà du bleu infini de l'Atlantique. Et puis, au milieu de cette ignorance, un homme apparaît et change tout. Mais il ne le fait ni par l'épée, ni par le gouvernail, mais par la plume. Il s'appelait Amerigo Vespucci. Et savez-vous ce qui le rendait si particulier ? Il n'avait pas l'allure d'un aventurier typique ni d'un flibustier exalté. Au contraire, il paraissait instruit, sérieux et digne de toute confiance. Il ne se contentait pas de raconter des histoires à dormir debout dans les tavernes portuaires. Il rédigeait des rapports et aujourd'hui, l'un de ces documents se retrouve entre les mains d'intellectuels européens. Vespucci y affirme que le 14 mai 1501, il prit la mer pour le compte du roi du Portugal. Écoutez attentivement sa description, car c'est là que son récit prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'une traversée facile. Non, il plonge le lecteur dans un véritable cauchemar. Pendant 2 mois et 2 jours, ces navires ont vogué sous un ciel si noir et si orageux que les marins en ont oublié l'apparence du soleil et de la lune. Essayez d'imaginer cette horreur. Vous êtes au milieu de l'océan, cerné par une nuit éternelle, et sous vos pieds s'étendent des ponts troués et rongés par les vers. Vespucci intensifie magistralement l'atmosphère, faisant presque sentir au lecteur l'odeur de pourriture et le froid des embruns. Tout semblait perdu. Mais c'est là que son expérience de cosmographe entre en jeu. Le 7 août 1501, retenez bien cette date, même si Vespucci lui-même mélange les chiffres et les lettres, mais nous reviendrons sur ses erreurs plus tard. Ils aperçoivent la Terre. Quel pays merveilleux! Après 2 mois d'enfer, il se retrouve dans un véritable paradis. Et là, Vespucci déploie tout son talent de conteur. Il sait que pour captiver son auditoire, il faut jouer sur les contrastes. Il décrit une terre bénie où le labeur est inconnu. Les arbres n'ont besoin d'aucun soin, ils plient simplement sous le poids de leurs fruits juteux. Les rivières coulent d'une eau cristalline, la mer regorge de poissons et l'air est toujours frais et vivifiant, même lors des journées les plus chaudes. De quoi faire rêver n'importe quel Européen épuisé. Mais Vespucci va plus loin. Il sait pertinemment que le sexe et le scandale font vendre. Il commence à décrire les habitants. Il décrit une terre bénie où le labeur est inconnu. Les arbres n'ont besoin d'aucun soin. Ils plient simplement sous le poids de leurs fruits juteux. Les rivières coulent d'une eau cristalline. La mer regorge de poissons. Et l'air est toujours frais et vivifiant, même lors des journées les plus chaudes. De quoi faire rêver n'importe quel Européen épuisé. Mais Vespucci va plus loin. Il sait pertinemment que le sexe et le scandale font vendre. Il commence à décrire les habitants. À moins, bien sûr, d'être dévoré par des voisins cannibales, le seul bémol de ce paradis tropical. Vespucci conclut: s'il existe un paradis terrestre, c'est bien ici. Avant de quitter le Brésil, et c'était bien le cas, il décrit les étoiles du ciel austral jamais vues en Europe et fait une promesse qui laisse le lecteur impatient d'en savoir plus. Il écrira un livre pour que son souvenir perdure à travers les âges. Réfléchissez-y. Pourquoi cette histoire a-t-elle suscité une telle sensation? Après tout, Christophe Colomb a lui aussi décrit des îles magnifiques. Mais Vespucci a touché une corde sensible chez les contemporains. À l'époque, les théologiens croyaient que Dieu n'avait pas détruit l'Éden après la chute d'Adam, mais l'avait simplement transporté sur une terre lointaine, interdite aux mortels. Et voilà que Vespucci surgit et déclare
J'y étais, je l'ai vu. C'était une époque de catastrophe. Les paysans se révoltaient en Allemagne, l'Inquisition faisait rage en Espagne, l'Italie et la France étaient ravagées par la guerre. Le monde s'effondrait, on rêvait d'évasion. Et puis arrivèrent ces minces feuilles de papier où un homme instruit, je le souligne, non pas un escroc, mais un confident du roi, parlait d'une terre sans argent, sans pouvoir, sans seigneurs féodaux, avides, ni ampoules sanglantes. C'était un espoir messianique ancestral de libération. Vespucci vendait aux gens le rêve d'un retour à un paradis perdu. Mais le plus intéressant ne résidait pas dans le texte, mais dans le titre. 12 lettres qui allaient bouleverser la géographie à jamais, Mundus Novus, Nouveau Monde. Jusqu'alors, l'Europe était persuadée que Christophe Colomb avait découvert la route vers l'Inde. On parlait d'épices, de poivre et de l'or de la Chine. Mais Vespucci affirme avec audace « Ce n'est pas l'Inde, c'est une 4e partie du monde inconnue même des plus grands sages de l'Antiquité. Comprenez-vous la grandeur de ce moment ? Colomb crut jusqu'à sa mort qu'il se trouvait en Asie. Il avait réduit le monde à ses propres illusions. Mais Vespucci leva le voile sur l'humanité. Il fut le premier à proclamer l'indépendance de ce continent vis-à-vis des mythes asiatiques. Si Colomb accomplit l'exploit de la découverte, Vespucci accomplit celui de la compréhension. Il fut l'interprète des rêves qui expliqua au grand explorateur la véritable nature de sa découverte. Et c'est ainsi que commence une véritable comédie d'erreurs, digne des meilleurs scénarios hollywoodiens. Tandis que Vespucci vit paisiblement à Séville, sa renommée grandit à vue d'œil grâce à une série de coïncidences absurdes et d'erreurs typographiques. En 1504, un imprimeur italien publie un recueil de récits de voyage. Par un étrange caprice du destin, il y appose le nom d'Alberico Vespucci. On se met alors à croire que cet Alberico est celui qui a découvert toutes les contrées mentionnées dans l'ouvrage. Ce fut le premier acte d'une grande supercherie. Vespucci s'approprie la gloire d'un autre sans même s'en rendre compte. Mais la véritable explosion eut lieu dans un endroit dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. La ville de Saint-Dié, perdue dans les forêts des Vosges, un minuscule point sur la carte de ce qui était alors la Lorraine. C'est là qu'un groupe d'érudits humanistes décida de rééditer la grande cosmographie de Ptolémée. Ils souhaitaient mettre à jour les anciennes cartes en y intégrant les nouvelles découvertes. Imaginez cette Silicon Valley du XVIe siècle. Le jeune mathématicien Martin Waldseemüller, le poète Matthias Ringmann et le traducteur Jean Bazin. Ils avaient si besoin de nouvelles données. Ringmann suggéra alors « Prenons les lettres de ce Vespucci, elles sont sur toutes les lèvres en ce moment ». Mais pour donner de la crédibilité à leur publication et flatter leurs mécènes, le duc René, ils eurent recours à une petite astuce. Ils réécrivirent la dédicace des lettres d'Amérigo. Désormais, il semblait que le célèbre navigateur avait personnellement adressé ses rapports au duc de Lorraine, le qualifiant de son meilleur ami. C'était une pure supercherie. Les érudits de Saint-Dié prétendaient même avoir traduit le texte du français, alors qu'en réalité, ils travaillaient à partir d'un original italien. Ils aspiraient à la gloire pour leur ville et leur duc. Mais ce faisant, ils accomplirent un dessein bien plus ambitieux. En 1507, Waldseemüller dressa une nouvelle carte du monde. Dans le texte explicatif, il écrivit une phrase qui scella à jamais le destin d'un continent entier. Puisque ces parties du monde ont été entièrement explorées et que la 4e partie a été découverte par Amerigo Vespucci, je ne vois aucune raison de ne pas l'appeler Amérique, en l'honneur de son découvreur, Amerigo, homme sage et perspicace. Boum! Le piège s'était refermé. L'erreur d'un cartographe de province se répandit à travers le monde à des milliers d'exemplaires. Le nom Amérique s'imposa comme une évidence pour ce continent. Christophe Colomb, qui avait consacré sa vie à cette découverte, fut oublié. Son nom se limita à un seul pays et quelques villes, tandis que celui d'un humble marchand florentin qui avait simplement un don pour l'écriture s'étendit à la moitié du globe. Le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que l'œuvre littéraire de Vespucci se résume à 32 pages. Un héritage infime pour l'éternité, jamais un homme ayant si peu écrit n'avait connu une telle célébrité. Et aujourd'hui, avec le recul, nous comprenons que l'histoire n'est pas seulement faite d'actes héroïques, mais aussi de heureux hasards. C'est un jeu de mots qui, à un moment donné, prend plus d'importance que la réalité elle-même. Nous continuerons d'analyser ces détails dans les prochains numéros afin de comprendre ce qui s'est réellement passé durant ces années où le monde a soudainement doublé de taille. Tout cela ressemble à une conjonction de facteurs où le hasard, les ambitions de scientifiques modestes et le désir ardent de croire au mythe d'un paradis perdu ont convergé. Aujourd'hui, lorsque nous prononçons le mot « Amérique »,
Nous rendons hommage moins à une découverte géographique qu'à l'incroyable pouvoir des mots. Vespucci n'était peut-être pas le meilleur capitaine de son temps, mais il fut assurément le plus grand communicant de la Renaissance. Il fut l'un des premiers à comprendre une vérité simple. Il ne suffit pas de découvrir une nouvelle terre, il faut lui donner un nom et l'imprégner d'une signification qui fera vibrer les cœurs. Mais Amerigo s'est-il vraiment rendu là où il prétendait que commençait le Nouveau Monde? Ou bien toutes ces descriptions saisissantes de cannibales, de femmes passionnées et d'hommes de 150 ans ne sont-elles qu'une brillante invention littéraire créée pour justifier la confiance des rois et assurer sa place dans l'éternité? Nous entamons une enquête détaillée sur chacun des 4 voyages d'Amerigo. Préparez-vous, car des faits enfouis dans les archives depuis des siècles vous obligeront à reconsidérer l'homme dont le nom a donné son nom à toute une partie du monde. Était-il un grand visionnaire ou le plus grand imposteur de l'histoire? La réponse se trouve dans les détails de son premier voyage que nous allons explorer sans plus attendre. Voici maintenant la partie la plus troublante. Imaginez une imprimerie silencieuse, perdue dans un coin reculé des Vosges. L'odeur de l'encre fraîche, le bruit sourd de la presse, le crissement du papier épais. C'est ici, en 1507, que fut commis l'un des plus colossaux crimes contre la vérité historique. À y regarder de plus près, cette supercherie ambitieuse apparaît étonnamment transparente. L'éditeur Jean Bazin travailla à la hâte. Comme c'est souvent le cas des faussaires négligents, il laissa des traces qui attestent clairement de l'origine italienne de l'original. Par pure inadvertance, Bazin fait dire à Amerigo Vespucci, au roi de Lorraine, Renato, des choses qui n'avaient de sens que pour l'élite florentine, les Médicis ou les Soderini. Par exemple, il mentionne qu'ils ont étudié ensemble auprès de l'oncle d'Amerigo. Mais ce n'est pas le plus drôle. Dans le texte, Vespucci appelle Dante « notre poète ». Vous en conviendrez, cela paraît logique lorsqu'un Italien écrit à un Italien, mais totalement absurde lorsqu'il s'agit d'un duc français. L'ironie du sort veut que des siècles s'écoulent avant que ce faux ne soit découvert. Et le plus étonnant est que Vespucci lui-même n'était probablement pas plus responsable de cette supercherie que de tous les autres péchés qu'on lui attribue. Des centaines d'ouvrages, encore aujourd'hui, considèrent ces lettres comme des documents authentiques. Toute la gloire et toute la honte de Vespucci reposent sur un seul livre, imprimé à son insu dans une ville perdue au milieu de nulle part. Mais revenons en arrière. Au début du XVIe siècle, on ignorait tout des intrigues et des manœuvres commerciales des éditeurs. Nous sommes le matin du 25 avril 1507. Libraires, érudits, princes et riches marchands découvrent soudain un petit livre sur le marché, 52 pages à peine. Le titre est impressionnant, Introduction à la cosmographie. Et à l'intérieur, la description des 4 voyages d'Amerigo Vespucci et une carte du monde telle que même le grand Ptolémée ne l'avait jamais vue. Et c'est là que le plaisir commence. Dès qu'on ouvre ce petit livre, la vanité des éditeurs est frappante. Tellement soucieux d'étaler leur talent, ils l'ont bourré de poèmes, de dédicaces à l'empereur Maximilien et de préfaces pompeuses. Ce n'est qu'une fois leur ego flatté que le lecteur accède enfin au cœur du sujet, le récit des voyages de Vespucci. C'est cette publication qui a propulsé Amerigo au firmament des étoiles. Mais ce n'était pas le sommet. Dans d'autres ouvrages de l'époque, Vespucci figurait modestement aux côtés de Colomb. Or, dans notre cosmographie, le nom de Colomb disparaît tout simplement. Peut-être était-ce une coïncidence, l'ignorance des érudits provinciaux, mais quelle coïncidence fatidique. Tout le mérite de cette grande découverte repose soudain sur un seul homme. Le texte affirme sans ambages, l'humanité n'a pris conscience de l'expansion des frontières du monde que grâce à Amerigo Vespucci. Puis, au 7e chapitre, une phrase surgit soudainement qui va changer à jamais le cours de l'histoire. Le géographe Waldseemüller écrit, puisque Amerigo a découvert cette 4e partie du monde, appelons-la la terre d'Amerigo ou l'Amérique. Et voilà. C'est le certificat de baptême d'un continent entier. Pour la première fois, ce nom apparaissait sur papier, pour la première fois, reproduit par une presse à imprimer. Si le 12 octobre 1492 marque la naissance du nouveau continent, alors le 25 avril 1507 est sa fête patronale. Ce n'était qu'une suggestion d'un jeune homme de 27 ans, originaire d'une petite ville tranquille, mais elle l'inspira tellement qu'il se mit à la répéter sans cesse. Il écrivait « L'Europe et l'Asie portent des noms de femmes, alors pourquoi ne pas appeler cette nouvelle terre Amérique en l'honneur du sage qui l'a découverte ?» Waldseemüller alla jusqu'à écrire le mot « Amérique » en marge de la page et à l'inscrire sur la carte. À cet instant précis, le mortel Amerigo Vespucci, sans le savoir, accédait à l'immortalité. D'aucuns diront « c'est absurde ».
Comment un géographe de province ose-t-il honorer ainsi un homme qui, en réalité, n'a rien découvert et s'est contenté de rédiger quelques rapports douteux? Mais ne nous indignons pas trop vite. Notre indignation est anachronique. Nous jugeons avec le regard d'aujourd'hui, où le mot « Amérique » désigne une immense masse continentale s'étendant de l'Alaska à la Patagonie. En 1507, personne, absolument personne, n'en avait la moindre idée. Regardez les cartes de l'époque. Elles ressemblent à un océan trouble, avec des morceaux de terre informes flottant à la surface. L'Amérique du Nord était considérée comme faisant partie de l'Asie. La Floride était une île. L'Amérique du Sud était une immense île ronde, comme l'Australie. On l'appelait le pays de la Sainte-Croix ou le pays des perroquets. Certes, des noms peu évocateurs, Waldseemüller ne faisait que suivre la tradition. Les Bermudes tirent leur nom de Bermudez, la Tasmanie de Tasman. Pourquoi ne pas avoir nommé cette nouvelle terre d'après celui qui l'a décrite pour la première fois? Vespucci, après tout, avait accompli un véritable exploit scientifique. Il fut le premier à comprendre et à déclarer publiquement qu'il ne s'agissait pas de l'Asie, mais d'une nouvelle quatrième partie du monde. Le bienveillant Waldseemüller était loin de se douter que son geste amical se transformerait en le plus grand vol de l'histoire. Il voulait baptiser une petite île du nom de Vespucci, mais il finit par voler Colomb, le véritable découvreur. Comment aurait-il pu le savoir alors que Colomb lui-même, hors de lui, affirmait jusqu'à son dernier souffle que Cuba était la Chine et Haïti le Japon? Ainsi, une nouvelle erreur s'est ajoutée à l'écheveau complexe de l'histoire. L'Amérique s'appelle Amérique par pur malentendu. Si le traducteur avait choisi un autre nom, par exemple Albéric, nous vivrions aujourd'hui aux États-Unis d'Albéric. Mais le mot Amérique s'est imposé. Pourquoi? En raison de sa sonorité intrinsèque. Écoutez, America, ce nom commence et se termine par une voyelle pleine. Fort, masculin, il sied parfaitement à un pays nouveau et puissant. C'est un mot conquérant. En quelques années seulement, il a chassé les perroquets et les croix des cartes. Il a conquis des territoires plus vite que n'importe quel conquistador. D'abord, il n'y a eu que le Brésil, puis toute l'Amérique du Sud et enfin l'Amérique du Nord. En 1538, le grand cartographe Mercator avait cartographié l'ensemble du continent comme une seule entité, écrivant Ameux au nord et Ricea au sud. En 30 ans, Vespucci avait conquis un quart du monde sans même quitter sa demeure. C'est un cas sans précédent. 3 lignes d'un humble géographe ont immortalisé un homme, mais l'histoire aime l'ironie. Savez-vous quel fut le seul géographe qui, 6 ans après la publication de cette même carte, se rebella contre le nom Amérique? Il s'agissait de Waldseemüller lui-même. Il semblait effrayé par son acte, tel un apprenti sorcier ayant invoqué un esprit mais oublié la formule magique pour le conjurer. Peut-être lui expliquèrent-ils qu'il avait fait du tort à Christophe Colomb. Nous ne connaîtrons jamais la vérité. Mais il était trop tard. La vérité peine rarement à rivaliser avec une si belle légende. Le mot « Amérique » avait déjà acquis une existence propre. Il flottait dans l'air, il était devenu immortel. Intéressons-nous maintenant à Séville, en 1512. Un modeste cortège funèbre descend la rue. Point de faste, point de roi. On enterre un simple serviteur royal, un certain Vespucci ou Vespucci. Personne en ville ne se doute que cet homme a donné son nom à un quart du continent. Les chroniqueurs ne mentionneront même pas sa mort. 6 ans plus tôt, tout aussi discrètement, Christophe Colomb s'éteignait à Valladolid. Le grand amiral, dont la contribution s'avéra superflue pour son pays. 2 tombes paisibles, 2 hommes qui s'étaient respectés et entraidés de leur vivant. Mais une querelle allait faire rage autour de leur sépulture, une querelle qui durerait des siècles. Erreurs, malentendus et passions d'explorateurs allaient les opposer dans une lutte pour une gloire qu'ils n'avaient jamais recherchée. Dans cette comédie d'erreurs, Colomb essuya d'abord une défaite cuisante. Il mourut vaincu et humilié. On le prit pour un fou et un rêveur. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne pouvait renoncer à son rêve. Il avait promis de l'or et des épices des Indes, mais revint avec des esclaves à moitié morts de faim. Sous la menace du fouet, il força ses marins à jurer que Cuba était un continent. Les marins signèrent les papiers en ricanant dans son dos, puis dessinèrent aussitôt une île sur les cartes. Colomb écrivit à la reine que Panama était à 2 pas du Gange, la cour sourit d'abord, puis s'irrita. Au lieu d'or, il y avait des dettes, au lieu d'épices, des maladies. Ces îles devinrent des abattoirs. Finalement, il fut amené enchaîné en Espagne. Et bien qu'il ait été libéré, son aura héroïque fut à jamais ternie. À son débarquement, la foule ne l'attendait plus, il implora une audience, mais on la lui refusa. Le grand découvreur demanda humblement la permission de monter une mule. Il promit de trouver le paradis, de libérer Jérusalem, prédit la fin du monde. On commença à le traiter de simple bavard,
En 1506, il mourut presque dans l'oubli. Le temps filait trop vite. Chaque année apportait son lot d'exploits. Vasco de Gama rapporta les véritables trésors de l'Orient. Cortés conquit le Mexique, Pizarro le Pérou. C'est alors que l'or commença à couler à flot. Magellan fit le tour du monde. Comparé à ces titans, l'exploit d'un vieil homme, Christophe Colomb, semblait insignifiant. Son époque se mesurait non pas à l'aune de l'histoire, mais à celle du profit. Cependant, tandis que Colomb sombrait dans l'oubli, le nom de Vespucci s'imposait comme une évidence sur les presses européennes. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de chance, mais d'un véritable bouleversement. Le vieux monde, prisonnier de la théologie et de l'autorité classique, avait désespérément besoin d'un nouveau héros, un homme qui, plus qu'un découvreur, expliquerait. Vespucci offrit précisément cela. Il transforma le chaos des îles éparses en une conception claire et logique d'une quatrième partie du monde. Et c'est là que réside la question centrale de notre enquête. Ce succès était-il le fruit d'un calcul froid ou Amerigo lui-même est-il devenu l'otage des ambitions d'autrui? Nous sommes habitués à l'idée que l'histoire est un affrontement de titans, mais l'examen de documents du début du XVIe siècle nous révèle une autre réalité. Nous constatons que le réel cède progressivement la place à l'imagerie médiatique. Vous souvenez-vous du fonctionnement des maisons d'édition à l'époque? Un livre était une marchandise. Il devait se vendre. La description de contrées exotiques, où l'on vit jusqu'à 150 ans, où les femmes sont libres de tout préjugé, où la nature est si généreuse que le travail est superflu. Voilà un véritable best-seller. Vespucci n'a peut-être pas écrit de telles fables, mais quelqu'un à la maison d'édition tenait absolument à ce qu'elles paraissent. Et le public les a dévorées avec un enthousiasme incroyable. Ce fut le premier exemple historique de la manière dont la culture populaire commença à façonner la géographie. On croyait à l'Amérique décrite dans les livres, et non à celle que les marins voyaient sur leurs cartes. C'est cette croyance qui a assuré la pérennité du nom d'Amerigo. Lorsque, plus tard, des cartographes tentèrent de rectifier la situation, constatant que le territoire ne correspondait pas tout à fait aux descriptions de Vespucci, ils découvrirent que le nom était déjà devenu une marque. Il était déjà profondément ancré dans la conscience collective européenne. On parle souvent des pionniers comme de ceux qui ont planté un drapeau sur le rivage, mais dans le cas de l'Amérique, le drapeau n'a pas été planté sur le sable, mais sur du papier. Et ce drapeau de papier s'est avéré bien plus résistant que n'importe quelle croix de fer plantée dans la jungle. L'histoire de Colomb et de Vespucci illustre deux visions différentes de l'avenir. Colomb, homme du Moyen-Âge, s'efforça jusqu'à la fin d'intégrer le Nouveau Monde aux prophéties bibliques et aux cartes anciennes. Il était en quête de l'Éden, d'une route vers les fleuves bibliques. Vespucci, quant à lui, appartenait à une ère nouvelle. Il considérait le monde comme un objet à mesurer, à classifier et à décrire. Pragmatiste, il avait compris que les cartes anciennes étaient devenues obsolètes. Voilà pourquoi il a gagné, non pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était plus moderne. Il incarnait ceux qui allaient bientôt dominer le monde, ceux qui transforment l'espace en information. Quand on regarde une carte du monde aujourd'hui, on voit bien plus que de simples frontières nationales. On y voit des strates de temps. On voit comment une erreur, la cupidité, ou simplement une heureuse conjonction de facteurs ont à jamais transformé le visage de notre planète. L'Amérique est un monument non seulement à la découverte, mais aussi à la capacité humaine de créer des mythes et de vivre au sein de ceux-ci. De nombreux mystères demeurent. Nous examinerons chacun des 4 voyages qui ont tant fait débat parmi les érudits. Nous verrons comment le témoignage de Vespucci a évolué, comment il a confondu les dates et comment il a tenté de se justifier auprès de ceux qui l'accusaient de plagiat. Ce sera un voyage captivant au cœur des événements où vérité et mensonge sont si intimement liés qu'il est impossible de les démêler sans une précision chirurgicale. Car l'histoire n'est pas seulement ce qui s'est réellement passé, c'est aussi ce que nous choisissons de croire. Et quand nous disons l'Amérique, nous lançons un sortilège créé dans une minuscule presse à imprimer avant même que Christophe Colomb ne réalise qu'il avait découvert non pas l'Inde, mais un monde nouveau. Restez avec nous, car ce qui suit ne présente que des faits qui bouleversent tout. Nous poursuivrons cette enquête pour comprendre comment un nom anodin est devenu le fondement de toute la civilisation moderne. Et il ne rentrait pas dans ce moule. Pourtant, la renommée d'Amerigo Vespucci grandit à pas de géant. Pourquoi ? La réponse est simple. Il comprenait l'essence du temps tandis que d'autres s'accrochaient aveuglément à des illusions. Vespucci ne promettait pas au roi des montagnes d'or. Il adoptait la posture d'un observateur. « Je suis prudent », disait-il. « Le temps remettra tout en ordre. » Il voyageait non pour l'argent, mais pour la science.
Il mesurait la position des étoiles, étudiait les courants marins et décrivait la vie de peuples inconnus. Les scientifiques de l'époque, enfermés dans leurs bureaux, étaient ravis. « Notre homme !» s'exclamait-il, un véritable humaniste. Il écrivait en latin la seule langue qu'il reconnaissait comme sérieuse. Vespucci devint pour eux un symbole de la science pure, intacte, préservée de toute soif de profit. L'ironie est que Vespucci doit son incroyable renommée au hasard. À ses minces livres imprimés en latin, les hommes de science, pour qui les mots pesaient toujours plus que les actes, l'ont proclamé sans hésiter découvreur du Nouveau Monde. Un paradoxe est né, celui qui s'est contenté de décrire avec habileté ce qu'il voyait fut récompensé par un continent entier, tandis que celui qui l'a découvert, mais a refusé de le reconnaître comme une nouveauté, se retrouva les mains vides. Mais notre enquête ne fait que commencer. Devant nous se trouvent les détails de ce tout premier voyage qui a déclenché une réaction en chaîne à l'origine des plus grandes idées fausses de l'histoire. Était-il un génie ou se trouvait-il simplement avec la bonne plume à la main au bon moment? La réponse nous attend. Imaginez le bureau du géographe Johann Schoner au début du XVIe siècle. Il prend sa plume et trace cette ligne fatidique sur la carte. C'est à cet instant précis que naît l'une des plus grandes injustices. Schoner déclare officiellement que Christophe Colomb n'a découvert qu'une poignée d'îles, tandis que Vespucci nous a légué tout le Nouveau Monde. 10 ans à peine s'écoulent, et cette idée, grâce à d'innombrables réimpressions, devient une vérité incontestable. L'Amérique s'appelle l'Amérique. Point final, le débat semble clos? Pas du tout. Tout au long du XVIe siècle, la renommée de Vespucci rayonna sans partage. Il était un héros, un pionnier, et un seul homme au monde osa le défier, Michel Servet. Un personnage si étrange et tragique qu'il mériterait un roman à suspense à lui seul. Mi-génie, mi-fou, il deviendrait plus tard la première victime de l'Inquisition protestante et finirait ses jours sur le bûcher à Genève sur ordre de Calvin. Pourquoi est-ce important pour nous? Parce que Servet avait un sens de la vérité terrifiant. Il prédit la théorie de la circulation sanguine des décennies avant les découvertes officielles et décela des failles dans les dogmes les plus inébranlables. C'est ainsi qu'en 1535, se cachant de l'Église sous une fausse identité à Lyon, il publia une nouvelle édition de Ptolémée. Servet regarda une carte où la partie sud du continent était déjà fièrement appelée Amérique et fit ce que personne n'avait osé faire. Il écrit discrètement, presque à voix basse, dans ses notes « Attendez ». Mais Vespucci n'a entrepris son voyage qu'en tant que marchand, et bien plus tard que Colomb. Ce fut comme un léger tout-sautement dans une immense salle où tous chantaient les louanges du héros. Servet ne voulait pas effacer le nom d'Amerigo des cartes. Il souhaitait simplement que le monde se souvienne de Colomb. Son intuition lui disait que la renommée de Vespucci était une avalanche dévalant d'une montagne de mensonges. Mais qui ferait confiance à un hérétique en fuite? Pour véritablement ébranler le trône de Vespucci, il fallait une voix plus forte, et cette voix se fit entendre. C'était celle d'un homme devant lequel les empereurs s'inclinaient, le grand évêque Las Casas. Un homme qui avait tout vu de ses propres yeux. Il était arrivé à Haïti en 1502 du vivant de Colomb. Il avait passé presque toute sa vie dans le Nouveau Monde. Et lorsqu'un jour, de retour en Espagne, il vit une carte portant la mention « Amérique », il fut saisi d'une juste indignation. Pourquoi l'Amérique? Pour quelle raison? Las Casas connaissait la vérité. Son propre père avait navigué avec Colomb. Il s'écriait dans son Histoire des Indes. Colomb a ouvert les portes de l'océan resté fermées pendant des millénaires. Comment Vespucci osait-il s'approprier cet honneur? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les défenseurs de Vespucci avancèrent un argument astucieux. Colomb n'aurait fait que découvrir des îles, tandis que Vespucci aurait été le premier à poser le pied sur le continent. Mais Las Casas, d'ordinaire si doux et compatissant, entra dans une colère noire. Si Amerigo prétend cela, c'est un menteur. Il existe des archives judiciaires, des témoignages sous serment. Personne, absolument personne, n'a posé le pied sur le continent avant l'amiral Colomb en 1498. Cette terre devrait s'appeler Colombie. Mais comment Vespucci a-t-il pu être cru? Las Casas creuse davantage, étudiant ces mêmes lettres d'Amerigo, et notre enquête bascule alors dans le grotesque. Vous souvenez-vous de ce nom, le pays de l'Ariab? Dans la lettre originale italienne, Vespucci écrit y avoir débarqué. Mais dans l'édition latine, diffusée à travers l'Europe, à cause d'une faute de frappe absurde ou d'une malveillance, l'Ariab devient Parnasse. Et un miracle. Il s'avère que Vespucci aurait débarqué sur le continent en 1497, exactement un an avant Christophe Colomb. Pour Las Casas, tout s'éclaire. Vespucci était un imposteur calculateur.
Il a attendu la mort de l'amiral, incapable de défendre son honneur, pour glisser ses mensonges dans des ouvrages étrangers, sachant qu'en Espagne, il aurait été immédiatement démasqué. Las Casas l'accuse ouvertement d'usurpation de gloire. Et le plus effrayant, c'est que cette faute de frappe accidentelle, ce remplacement d'un mot par un autre, a déterminé pendant des siècles ce que nous appelons la moitié de notre planète. Mais ne nous empressons pas de qualifier Vespucci de grand méchant. La réalité est bien plus complexe. Si nous nous mettons à étudier ces lettres, nous nous perdrons dans un brouillard épais. Les dates sont constamment incohérentes. Les noms des capitaines sont omis. Les coordonnées sont écrites avec une telle négligence, comme si elles avaient été notées par quelqu'un qui n'avait jamais tenu un sextant. Les érudits se débattent avec ce mystère depuis des siècles. Quelle part de ces lettres est vraie et quelle part relève de la pure fantaisie? Ce tout premier voyage de 1497 est particulièrement suspect. Il n'existe pas le moindre document officiel à ce sujet, pas un seul. Les historiens ont épluché toutes les archives, et les 3/4 d'entre eux sont formels. Ce voyage n'a tout simplement jamais eu lieu. Toute cette tour de Babel qu'est la gloire de Vespucci, bâtie sur des erreurs et des bavardages ignorants, commence à vaciller. En 1601, ce fut un coup dur. L'historien Herrera, après avoir lu les manuscrits inédits de Las Casas, rendit son verdict. Vespucci avait habilement et malicieusement déformé les faits pour s'approprier la gloire d'autrui. Le destin bascula alors dans l'autre sens. Le monde fut stupéfait. Les érudits étaient abasourdis. Se pouvait-il que l'homme dont ils admiraient la modestie n'ait été qu'un scélérat, un vil hérostrate qui s'était introduit dans le temple de l'histoire pour effacer le nom d'un autre et y inscrire le sien? En 1627, des voix s'élevèrent pour réclamer l'interdiction pure et simple de toutes les cartes mentionnant le mot « Amérique ». Le XVIIe siècle devient celui de la réhabilitation de Christophe Colomb. Son image est exaltée. Il est un génie méconnu, un martyr sacré, enchaîné. Toutes ses erreurs, ses illusions, son incompétence au pouvoir, tout est oublié. Seule subsiste la légende d'un grand homme dupé par un insignifiant marchand. Ainsi naît un nouveau mythe. L'image de Vespucci se transforme en caricature. On le dépeint désormais comme un crapaud venimeux, assis à Séville, rongé par l'envie, observant le triomphe de Colomb. C'est un lâche, il n'a jamais pris la mer, il se contente de plagier des descriptions dans les livres d'autrui. C'est un chacal qui attend la mort du lion pour prendre sa place. On dit qu'il a soudoyé des scientifiques et courtisé les rois juste pour que son nom figure sur les cartes. Même le grand Ralph Emerson, au XIXe siècle, n'a pu résister à la tentation. Il était étrange, écrivait-il, que la vaste Amérique porte le nom d'un voleur et d'un marchand de cornichons. Il semblerait que ce soit la fin. Vespucci est anéanti. Son nom est traîné dans la boue depuis des siècles. Dans tous les manuels scolaires, il est un symbole de mensonge. Mais l'histoire est capricieuse. Arrive le XVIIIe siècle, l'ère de l'érudition critique. Les érudits ne veulent de plus croire aux rumeurs. Ils veulent des documents, et la bataille des archives commence. Les Florentins, compatriotes de Vespucci, sont les premiers à se lancer dans la bataille. Ils ne peuvent accepter que leur compatriote soit un voleur. En 1745, l'abbé Bandini découvre des lettres d'Amérigo à Laurent de Médicis. Et que trouve-t-on? Les archives portugaises sont muettes comme des carpes. Pas une ligne sur les voyages de Vespucci. Aucune mention dans les livres de contes. Ses adversaires s'écrient aussitôt « Vous voyez, il a tout inventé, mais attendez !» Ces mêmes archives ne contiennent aucun document sur Camões, le plus grand poète du Portugal qui a pourtant servi le roi. On ne trouve aucun journal de Magellan. L'absence de documents après 300 ans ne prouve pas que la personne n'a pas existé. Mais les découvertes florentines ne font qu'attiser les tensions. Bandini trouve 3 lettres. Dans l'une d'elles, Vespucci décrit son 3e voyage, celui qui l'a rendu célèbre. Et ce récit paraît étonnamment honnête et modeste, point de vantardise. On croirait à une victoire. Vespucci est réhabilité. Mais voilà qu'il découvre une autre lettre. Et c'est un véritable désastre. Amerigo y décrit son premier voyage en 1497, mais le date de 1499. Vous comprenez ce que cela signifie? Il confirme lui-même de sa propre main que les dates des livres imprimés ont été falsifiées. Que lui, ou quelqu'un d'autre, a délibérément avancé sa découverte de 2 ans pour devancer Colomb. Les défenseurs de Vespucci sont désespérés. Ils n'ont d'autre choix que de déclarer la lettre comme un faux. Une fois de plus, nous avons affaire à 2 hommes différents. L'un est un humble correspondant des Médicis, écrivant la vérité dans des lettres privées. L'autre est le héros de best-sellers baignant dans les rayons d'une gloire usurpée.
L'écheveau de ces événements devient si inextricable qu'il semble impossible de le démêler. Les documents espagnols ne font qu'ajouter à la confusion. Il s'avère qu'en 1492, Vespucci arriva à Séville non pas comme un grand navigateur, mais comme un simple commis, un courtier chargé de l'approvisionnement des navires. Et en 1497, lorsqu'il aurait soi-disant découvert le continent, il était très probablement assis dans son bureau poussiéreux, à compter des barils de bœuf salé. Tout l'accuse. Tous les faits crient à sa culpabilité. Mais voilà qu'un document vient tout bouleverser, 1508. Le roi d'Espagne nomme Amerigo Vespucci pilote en chef de Castille. Un homme, étiqueté escroc depuis des décennies, se voit confier un poste exigeant une connaissance approfondie de la navigation et de la cartographie. La cour royale, où chaque geste était scruté par des fonctionnaires méticuleux, lui confie le sort de ses flottes. Comment un petit marchand de cornichons, sans aucune expérience maritime, a-t-il pu accéder à une fonction où il était censé évaluer les meilleurs capitaines de l'époque ? Cette nomination représente bien plus qu'une simple promotion. C'est la reconnaissance de son professionnalisme, une qualité qui ne s'achète ni avec de l'or, ni avec des relations. Et elle nous oblige à nous poser la question la plus dérangeante, et si, durant tous ces siècles, nous avions cherché au mauvais endroit ? Et si toute cette histoire de gloire volée n'était qu'un simple fruit de notre désir de voir dans l'histoire des héros simplistes et des méchants sans nuance, nous avons l'habitude de diviser le monde en noir et blanc. Colomb, un saint, Amerigo, un voleur, mais la vie au XVIe siècle était bien plus complexe. À cette époque, l'information voyageait aussi vite qu'un voilier et l'imprimerie était plus dangereuse qu'un canon. La moindre faute de frappe, mais la moindre erreur de traduction pouvait changer le cours de l'histoire. Vespucci a peut-être été victime de son propre succès. Il écrivait à des amis, partageant ses impressions, et celle-ci était de publier à son insu. Il est devenu prisonnier de l'image que d'autres avaient forgée de lui. Et lorsqu'il a compris que son nom était devenu l'emblème d'un nouveau continent, il était trop tard pour faire marche arrière. Sa signature. Nous poursuivrons cette enquête car chaque nouveau document découvert dans des archives poussiéreuses soulève de nouvelles questions. Et peut-être la vérité que nous cherchons est-elle bien plus incroyable que toutes les légendes tissées autour de cette figure énigmatique. Restez avec nous, car la prochaine étape de notre voyage nous mènera jusqu'à ces mêmes cartes marines qui recèlent l'asile des secrets, susceptibles de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'ère des grandes découvertes. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de cartes et de noms. C'est l'histoire de la façon dont l'humanité s'est retrouvée perdue dans l'immensité de l'inconnu. Et croyez-nous, la fin de cette histoire vous surprendra. Au début du XVIe siècle, la couronne espagnole était une machine colossale et massive, dont la puissance se mesurait au nombre de ses canons et à la robustesse de ses coques en chêne. Elle était la plus redoutable puissance navale de l'époque, où chaque capitaine comptait et où chaque carte de navigation était un secret d'État aussi précieux qu'une arme nucléaire. Et puis, dans ce système, l'impensable se produisit. Un homme qui, de l'avis des critiques, ne connaissait rien à la mer fut nommé navigateur en chef de l'Empire. On le traita de vantard, de menteur, et sa réputation était en jeu. Il fut chargé non seulement du commandement, mais aussi de la formation des navigateurs, de la vérification de leurs compétences et surtout de la compilation du document le plus important de l'Empire, le Padron Réal, une carte secrète du monde. Posez-vous une question simple. Des rois avides de pouvoir confieraient-ils une carte déterminante pour la survie de leur empire à un vaurien ou un voleur de passage? La réponse est évidente, non. Amerigo Vespucci possédait donc quelque chose qui surpassait toutes les rumeurs et les légendes. Il détenait un savoir qui valait plus que l'or à son époque. Qui était-il donc vraiment? Un navigateur de génie victime d'une simple faute de frappe dans une traduction latine? Ou bien le premier maître de la communication de l'histoire, qui parvint à imposer sa propre version de la réalité? Pourquoi ces lettres contrastent-elles si étrangement avec les rapports arides qu'il remettait à ses supérieurs? Et quel secret a-t-il emporté dans la tombe, ne nous laissant que son nom gravé sur les cartes de deux immenses continents? Nous approchons du moment le plus fascinant de notre enquête. Notre voyage nous conduit à Séville, dans ces mêmes quartiers portuaires où, en 1505, l'air était saturé d'odeurs de goudron, d'algues en décomposition et de vin bon marché. C'est ici, à huis clos, que s'est joué le destin du Nouveau Monde. Nous tenterons de percer ce mystère, nous découvrirons ce que Vespucci a dissimulé dans ses journaux intimes et pourquoi Christophe Colomb, celui que l'histoire allait transformer en son ennemi juré, a considéré Amerigo comme son fidèle allié jusqu'à son dernier souffle. Retournons à Séville en 1505. Le grand amiral Christophe Colomb est déjà brisé.
Malade, presque oublié à la cour, sa gloire passait s'effrite. Il prend la plume pour écrire une lettre à son fils Diego. Dans ce texte, il mentionne celui que la postérité appellera le voleur de sa gloire, Amerigo Vespucci. Et voici le paradoxe, pas une once d'amertume dans ces lignes. Au contraire, Colomb qualifie Vespucci de son meilleur ami et de son homme le plus honorable. Comment se fait-il que deux titans que l'on a l'habitude de voir comme des ennemis implacables aient été en réalité alliés? Quel jeu jouaient donc ceux qui tirèrent les ficelles dans l'ombre? Laissons de côté les manuels scolaires et examinons les faits. Le roi du Portugal aurait-il pu inviter personnellement un étranger dans son pays et lui confier une flotte entière pour un voyage jusqu'aux côtes de l'Amérique du Sud s'il n'était pas un navigateur reconnu? Bien sûr que non. Prenons l'exemple du marchand Juanotto Beraldi. Il travailla de nombreuses années avec Vespucci, connaissait chacun de ses mouvements, chacune de ses transactions. Et c'est Amerigo qu'il désigna comme son exécuteur testamentaire avant sa mort, qui confierait la liquidation de son entreprise et de ses dernières économies à un escroc. Tous les documents de l'époque l'affirment unanimement, Vespucci est un modèle de fiabilité, de connaissances approfondies et d'intégrité. Mais dès qu'on ouvre les livres publiés sous son nom, un phénomène étrange se produit. On est assailli de vantardises, d'histoires à dormir debout et de pures inventions. Et c'est là que se heurte l'obstacle auquel tous les historiens se heurtent. Qui était-il vraiment? Un navigateur de génie qui aimait simplement embellir ses exploits autour d'une bière ou un grand cartographe rongé par l'envie? On a tendance à considérer les récits de marins comme une aberration professionnelle et l'envie comme le propre des faibles. Mais cela nous donne-t-il le droit de nous approprier la gloire d'autrui? Pendant des siècles, les historiens ont enseigné que Vespucci était un voleur qui, par défaut, s'est approprié la découverte d'un continent entier au détriment de Christophe Colomb. Et soudain, une voix du passé anéantit toute la théorie du complot. Lors du grand procès par contumace entre Colomb et Vespucci, le principal témoin de la défense n'est autre que Christophe Colomb lui-même. Lisez attentivement cette lettre datée du 5 février 1505. À cette époque, le livre de Vespucci, Le Nouveau Monde, faisait déjà grand bruit en Europe. Colomb ne pouvait l'ignorer. Et qu'écrit-il à son fils? « Mon cher Diego, j'ai parlé avec Amerigo Vespucci. Il vient à la cour où il a été convoqué pour des consultations. Il a toujours voulu me rendre service. C'est un homme honnête. La fortune a été cruelle envers lui, comme envers tant d'autres. Ses efforts ne lui ont pas apporté les bienfaits auxquels il avait droit. Il vient au palais animé d'un désir ardent de faire quelque chose de bien pour moi. Je ne sais pas exactement comment il peut m'aider, mais il est déterminé à faire tout son possible. Comprenez-vous ce que cela signifie? C'est la scène la plus inattendue de notre histoire. Pendant 3 siècles, le monde les a crus ennemis alors qu'ils étaient des amis cordiaux. Colomb, méfiant de nature et en désaccord avec presque tous ses contemporains, fait l'éloge de Vespucci et en fait son champion devant la couronne. C'est un fait indiscutable. Aucun des deux n'imaginait que 10 générations plus tard, des scientifiques s'affronteraient dans une bataille pour un nom vide sur une carte. Ni Colomb ni Vespucci ne connaissaient le mot « Amérique ». Colomb crut jusqu'à sa mort avoir découvert des îles au large de l'Inde, tandis que Vespucci ignorait que la côte du Brésil faisait partie d'un continent gigantesque. Ils étaient le collègue, non victime du destin et se comprenaient bien mieux que tous leurs futurs biographes réunis. Mais s'ils étaient amis, d'où vient cette information mensongère publiée dans la presse? Pourquoi la controverse autour du nom de Vespucci a-t-elle éclaté avec une telle violence? Des érudits ont passé des siècles à disséquer ces 32 pages. Psychologues, géographes, historiens, tous ont cherché la vérité, mais n'ont trouvé que de nouvelles contradictions. L'un prétend que Vespucci a découvert l'Amazonie. Un autre clame haut et fort qu'il n'a jamais navigué, mais s'est contenté de commercer de la viande. Un troisième le qualifie de grand astronome, tandis qu'un quatrième rétorque que tout ce qu'il a écrit sur les étoiles est un pur non-sens. C'était un véritable chaos de preuves et de réfutations. Qui était-il? Un génie ou une honte pour la science? Décomposons cette histoire en actes comme une véritable pièce de théâtre. Acte 1, le nom de Vespucci apparaît par hasard sur la page de titre d'une brochure populaire et les lecteurs le prennent pour le découvreur. Acte 2, une simple faute de frappe dans l'édition latine. Un faux pas, et voilà que toute l'Europe croit qu'Amerigo a foulé le sol du continent avant Christophe Colomb. Acte 3, un humble géographe de province, ayant trop lu de fables, suggère d'appeler ce nouveau continent Amérique. Jusqu'ici, notre héros semble être un noble chevalier, mais dans l'acte 4, les soupçons s'installent. Est-il un imposteur? Et voici le professeur Managi. Il bouleverse tout.
Sa théorie est stupéfiante. Vespucci a bien navigué vers de nouvelles terres, mais il n'a jamais écrit les livres qui l'ont rendu célèbre. Ces pages qui ont choqué le monde entier étaient une compilation sordide, un faux concocté par des éditeurs inconnus. Managgi déclare « Si vous voulez la vérité, oubliez le Nouveau Monde et les 4 voyages. Lisez seulement ses lettres personnelles, jusqu'ici considérées comme des faux. C'est là que se cache le véritable Amerigo. » Cette idée est effrayante. La renommée de Vespucci serait donc le fruit d'un crime commis par autrui? Même l'évêque Las Casas, le premier à accuser Amerigo d'une supercherie des plus ingénieuses, avait des doutes. Il écrivait « Vespucci ou ceux qui ont publié ces notes ». Vous voyez, déjà à l'époque, on soupçonnait des hommes d'affaires rusés de soutenir le marin. Le grand Humboldt s'interrogeait lui aussi. Les collecteurs de récits auraient-ils pu commettre ce faux à l'insu de l'auteur? Imaginez, vous écrivez une lettre privée à un ami, et un an plus tard, vous découvrez en librairie un livre à votre nom où tout a été déformé, les dates modifiées et vos exploits exagérés. C'était du sensationnalisme à la sauce XVIe siècle. Un éditeur florentin en quête de vente constata le succès des lettres de Vespucci et décida d'en faire une série télévisée. Il prit des récits authentiques, les découpa, y ajouta des éléments romancés tirés d'histoires d'autres marins. Et voilà, un best-seller. Il alla même jusqu'à scinder un voyage en 2, faisant croire à Vespucci qu'il en avait effectué 4, comme Christophe Colomb. Et à cause de cette soif de profit, le nom de cet homme honnête fut maudit pendant 3 siècles. On pourrait se demander pourquoi il est resté silencieux. Pourquoi n'a-t-il pas crié haut et fort que c'était un mensonge? Et où aurait-il pu protester? Au XVIe siècle, la notion de droit d'auteur n'existait pas. N'importe quel imprimeur pouvait s'emparer de votre texte, y ajouter ce qu'il voulait, puis y apposer votre nom. Albrecht Dürer a été victime de contrefaçon de ses gravures, Shakespeare a remanié des pièces d'autrui, et toutes sortes d'immondices ont été publiées sous le nom de Voltaire. Vespucci ne pouvait expliquer la vérité qu'à ses amis dans un cercle restreint, et c'est ce qu'il fit. Considérons les faits. Lorsque ces livres parvinrent en Espagne, le roi non seulement ne punit pas Vespucci pour ses mensonges, mais le nomma au poste le plus élevé du royaume, pilote en chef. Aurait-on confié la formation de navigateur à un menteur? De plus, le fils de Colomb, Ferdinand, possédait précisément l'édition qui proposait de nommer le continent Amérique. Il la lut et prit des notes en marge. Ferdinand Colomb défendit farouchement l'honneur de son père. Il détestait quiconque tentait de discréditer l'amiral. Mais il ne dit jamais un seul mot de travers sur Vespucci. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'Amerigo n'était pas responsable de cette farce. Il savait que son père et Vespucci étaient des restés amis jusqu'à la fin. Alors, qui était vraiment Amerigo Vespucci? Dépouillé de son aura de gloire illusoire et des accusations injustes qui le souillaient, il ne reste qu'un homme ordinaire de son temps. 3e fils d'un notaire florentin, il naquit 130 ans après la mort de Dante. Il reçut une éducation humaniste modeste, quelques notions de mathématiques et d'astronomie. Aucune ambition de conquête. Il travaillait simplement à la Banque des Médicis tenant les comptes et vérifiant les dépenses. Ce n'était pas un érudit de renom. Ses lettres à ses amis sont empreintes de préoccupations quotidiennes et d'intérêts commerciaux. Un simple hasard l'amena en Espagne. Les Médicis investissaient dans des expéditions vers de nouvelles terres et avaient besoin d'un homme de confiance sur place. Amerigo s'y rendit non pour la gloire, mais pour travailler. Il fut chargé des approvisionnements, vérifiant la qualité de la viande et la solidité des cordages. Mais l'appel de la mer l'attira et il y répondit. Ses véritables exploits sont modestes, mais authentiques. Tout le reste n'est qu'une comédie du hasard. Un homme devint le symbole de tout un hémisphère simplement parce qu'un éditeur anonyme cherchait à s'enrichir et qu'un géographe de province crut trop vite à ce qu'il lisait. L'histoire est un grand dramaturge, écrivant parfois des scénarios si absurdes qu'ils en deviennent incroyables. Mais ce sont précisément ces scénarios qui donnent naissance aux mythes les plus tenaces. Nous poursuivrons notre exploration de cette époque car derrière chaque erreur se cache un destin et derrière chaque nom, une personne réelle qui aspirait simplement à rentrer chez elle. L'histoire a tellement embrouillé ce nœud qu'il a fallu 4 siècles à l'humanité pour commencer à le dénouer. Et à la fin de cette pièce, nous ne voyons ni un voleur ni un génie, mais simplement un honnête marin faisant son travail tandis que le monde autour de lui était en proie à la fièvre de l'or et à la soif de nouvelles découvertes. Restez avec nous, car nous allons découvrir ce que Vespucci a vu sur les côtes du Brésil et pourquoi ces récits authentiques se sont révélés bien plus terrifiants et stupéfiants que toutes les inventions des éditeurs. L'enquête ne fait que commencer. Séville, fin du XVe siècle.
Un port animé où l'air est saturé d'épices, de goudron et de sommes colossales. Dans un bureau de la maison de commerce des Médicis, un homme d'une cinquantaine d'années est assis. Il s'appelle Amerigo Vespucci. Si vous l'aviez rencontré à cette époque, vous auriez vu un employé de bureau typique, diligent, honnête jusqu'à l'ennui et d'une discrétion absolue. Tandis que d'autres s'extasiaient sur l'or et la gloire, Amerigo comptait méthodiquement les sacs de poivre d'autrui. Mais c'est à ce moment précis que le destin commença à se resserrer. Comment ce commis discret devint l'homme qui allait donner son nom à la moitié de la planète et peut-être l'une des plus étranges ascensions de l'histoire de l'humanité. Tout a commencé par un simple détournement de fonds. Les propriétaires soupçonnaient une anomalie à la succursale de Séville et y envoyèrent Vespucci. Pourquoi lui? Parce qu'il était digne de confiance. Il lui faisait une confiance absolue. En 1491, il arriva en Espagne, au bureau de Juan Otto Beraldi, chargé de l'approvisionnement des navires. Et là encore, point de romantisme. Amerigo n'était qu'un agent, un simple employé. Il n'était pas un marchand disposant de capitaux, mais un intendant. Mais voici le plus curieux. Tout en remplissant des factures pour les marchandises de sèche et les cordages, il étudiait les navires. Il les connaissait de la quille au mât. Il écoutait attentivement les récits des marins et les calculs des capitaines. Il s'imprégnait littéralement de l'univers maritime à travers les documents et les rapports d'approvisionnement. Puis vint 1495. Son patron, Beraldi, mourut et Vespucci fut désigné comme exécuteur testamentaire. Ce fut le moment de vérité. Amerigo approchait la cinquantaine. Il n'avait ni maison, ni femme, ni enfant. C'était un raté vieillissant, sans le sou, qui avait consacré sa vie à la réussite d'autrui. À cette époque, 50 ans était un âge avancé. Il semblait temps de prendre sa retraite, mais le monde autour de lui était devenu fou. L'ère des grandes découvertes battait son plein. Christophe Colomb était déjà revenu et l'or des Indes faisait fureur. Notre discret comptable prit alors la décision la plus audacieuse de sa vie. Il décida de tout quitter et de prendre la mer. Une question logique se pose, comment un simple commis a-t-il pu être engagé pour une expédition? C'est le point de départ de notre histoire. En 1499, Alonso Ojeda préparait des navires. Il ne cherchait pas seulement des marins, il lui fallait des personnes capables de compter et d'observer les étoiles. Vespucci, à cette époque, était un véritable génie méconnu. Pendant que les autres buvaient dans les tavernes, il apprenait à utiliser un astrolabe, à calculer la longitude et à dessiner des cartes. Il était plus instruit que n'importe quel capitaine à bord. Il rejoignit l'expédition non seulement comme homme d'affaires, mais aussi comme consultant scientifique. Son premier voyage ne lui apporta ni or ni perles. Il revint à Séville aussi pauvre qu'à son départ. Mais il rapporta quelque chose de plus précieux, sa réputation. Survient alors un événement presque incroyable. Le roi du Portugal, qui disposait déjà de nombreux marins, invite Vespucci. Pourquoi? Parce que la rumeur court jusqu'à Lisbonne que ce Florentin incroyablement méticuleux et intelligent, qui perçoit en la mer non seulement le profit mais aussi l'organisation. Vespucci n'hésite pas longtemps. Il n'a rien à perdre, il ne trahit pas l'Espagne. Il cherche simplement du travail là où ses compétences sont appréciées. Et voici donc ce voyage légendaire de 1501. L'objectif était simple, trouver une route vers les îles aux épices. Tous étaient persuadés que la terre sur laquelle les Portugais avaient trébuché n'était qu'une île. Mais Vespucci commença à soupçonner quelque chose. Ils mirent le cap au sud. 10 degrés de latitude, 20, 30. La chaleur laissa place au froid. La côte semblait interminable. Elle s'étendait à perte de vue, tel un mur sans fin barrant la route vers l'Inde. Et c'est là, au milieu des tempêtes et de l'incertitude, qu'une idée géniale germa dans l'esprit de cet homme en apparence ordinaire. Ceci n'est pas une île, et ceci n'est pas l'Inde. Ceci est Mundus Novus, le nouveau monde. Vous voyez l'ironie? Christophe Colomb était un grand navigateur, mais il crut jusqu'à sa mort avoir trouvé la route vers l'Asie. Il était aveuglé par son objectif. Vespucci, en revanche, était un analyste. Il a simplement rassemblé les faits et compris. Un quart du monde s'étendait devant eux. Inconnus des Grecs comme des Romains. Ce fut une découverte intellectuelle qui s'avéra plus importante qu'une découverte physique. Mais le plus incroyable se produisit au retour d'Amerigo. Persuadé d'être un marin inconnu parmi tant d'autres, il écrivit des lettres privées à son ami Laurent de Médicis. Il écrivait avec sincérité, sans fioriture, avec une pointe d'autodérision. Il n'envisageait même pas de les publier. Mais le monde était avide de sensationnalisme. Ces lettres tombèrent entre les mains d'éditeurs. Traduites en latin, remaniées, imprégnées du sensationnalisme de l'époque, elles furent publiées sous le titre « Le Nouveau Monde ».
Ce fut un véritable phénomène au XVIe siècle. Un petit livre de quelques pages parcourut l'Europe. Tandis que Vespucci peinait à trouver un emploi à Séville pour survivre, toute l'Europe était captivée par ses aventures. On le saluait comme le plus grand érudit et le plus brave des héros. Et lui, il n'en avait pas la moindre idée. Il aspirait simplement à une vie tranquille. Finalement, à 57 ans, il obtint le poste de pilote en chef de Castille. Il devint un fonctionnaire ordinaire, chargé d'inspecter les cartes et d'examiner les capitaines. Il vécut paisiblement, se maria et, très probablement, se moqua de la renommée qui s'était enflammée autour de son nom. Savait-il qu'un continent porterait son nom ? Il avait probablement entendu des rumeurs, mais il n'y prêta aucune attention. Il demeura pauvre. À sa mort, en 1512, sa veuve dut se contenter d'une maigre pension pour survivre. Ses journaux intimes furent perdus, égarés par son neveu. De la véritable Vespucci, il ne restait presque rien, si ce n'est cette gloire usurpée. Était-il donc un imposteur ? Depuis 4 siècles, les historiens débattent de cette question. Certains le qualifièrent de voleur ayant usurpé la gloire de Colomb, d'autres de génie. Mais la vérité est bien plus prosaïque et intéressante. Vespucci était un personnage de second plan. Il ne commandait pas de flotte comme Magellan. Il ne conquérait pas d'empire comme Cortés. Il est toujours resté dans l'ombre. Pourtant, c'est cet homme de l'ombre qui, le premier, a saisi l'ampleur des événements. L'histoire est une maîtresse injuste. Elle relègue souvent les héros dans l'oubli et élève des inconnus. Mais dans le cas de l'Amérique, une logique supérieure prévaut. Christophe Colomb a découvert cette terre, mais il voulait l'intégrer à l'ancien monde, à l'ancienne Inde. Vespucci, en revanche, lui a donné son essence même. Il l'a reconnu comme le nouveau monde. Et je crois qu'il est juste que ce vaste continent, bastion de la démocratie et foyer de millions de gens ordinaires, porte le nom non pas d'un conquistador ou d'un roi redoutable, mais d'un homme comme celui-ci, un honnête travailleur qui, à 50 ans, n'a pas eu peur de tout risquer pour voir le monde de ses propres yeux. Le mot « Amérique » sonne léger et vibrant. Il était né d'une erreur, d'un accident, d'une lettre privée que personne n'était censé lire. Mais n'est-ce pas ainsi que se fait l'histoire, du chaos, des malentendus et d'une conclusion unique et précise, tirée au moment opportun? Vespucci a dénoué le nœud qui freinait l'humanité. Il a repoussé les limites du monde non par l'épée mais par la plume et la logique. Et bien que ces récits authentiques, bien plus terrifiants que la fiction, aient disparu, son nom demeure à jamais. L'enquête que nous menons démontre que, parfois, pour accéder à l'immortalité, il n'est pas nécessaire d'être un grand conquérant. Il suffit d'être un observateur honnête lorsque le monde qui nous entoure sombre dans la folie. Restez à l'écoute, car un chapitre encore plus palpitant vous attend. Nous suivrons la piste de ces journaux disparus et tenterons de comprendre ce que le marin honnête Amerigo cachait réellement à ses contemporains. Après tout, Colomb, lorsqu'il observait des constellations non décrites dans aucun traité, il ne cherchait pas à les faire entrer de force dans la représentation conventionnelle du monde. Il reconnaissait que le monde était bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Il fut le premier Européen à oser affirmer que les autorités antiques se trompaient. Et cette rébellion intellectuelle se révéla plus puissante que toutes les conquêtes. Imaginez ce que cela a dû être. Des ponts trempés, un océan infini, un équipage au bord de la mutinerie car on leur avait promis de l'or. Mais ils se retrouvaient échoués sur un rivage sans fin, peuplé de gens qui ne connaissaient ni le Christ ni les rois. Vespucci n'était pas un guerrier, c'était un homme qui voyait cela non seulement comme un obstacle, mais comme un mystère. Il a tout consigné, l'apparence des gens, ce qu'ils mangeaient, comment ils parlaient. Il fut le premier ethnographe du Nouveau Monde. Et c'est précisément cette méticulosité, cette habitude de tout noter, qui a fait de ses lettres un best-seller. Les éditeurs qui publièrent de ces lettres n'étaient pas tant des escrocs que de brillants spécialistes du marketing. Ils avaient compris que les lecteurs se lassaient des récits d'expéditions de toile. Ils aspiraient à des histoires de sauvages, d'oiseaux invisibles, de liberté, d'un monde sans loi ancestrale. Et ils furent comblés. Ils obtinrent un tableau saisissant qui trouva un écho favorable. Le nom d'Amerigo devint une marque de son vivant. Mais le plus fascinant réside dans ce qui se passait dans son âme lorsqu'il lisait ses pamphlets. C'était, après tout, un homme d'honneur de la vieille école. Voir son nom sur des cartes qu'il jugeait en grande partie spéculatives était pour lui une étrange épreuve. Il ne recherchait pas la gloire, il recherchait la vérité. Et c'est peut-être précisément cette indifférence à sa propre popularité qui l'a rendu si captivant pour la postérité. Il n'a pas cherché à se construire un culte de la personnalité comme l'ont fait nombre de conquistadors.
il a simplement accompli sa tâche jusqu'à son dernier souffle. Quand on se penche sur cette période de l'histoire, on découvre bien plus que des cartes et des voiles. On y voit le moment où l'humanité a atteint sa maturité. Nous avons émergé du berceau que nos ancêtres nous avaient légué et avons contemplé l'abîme qui nous entourait. Amerigo Vespucci fut le premier à scruter cet abîme sans détourner le regard. Il n'était pas un héros au sens traditionnel du terme. Il était un observateur, et le regard de cet observateur a tout changé. Nous poursuivons notre exploration de cette époque, car derrière chaque faute de frappe sur les cartes anciennes se cache un destin, et derrière chaque nom, une personne réelle qui souhaitait simplement rentrer chez elle. Dans les prochains épisodes de notre série, nous examinerons le contenu exact de ces journaux disparus, susceptibles de révolutionner notre compréhension de la colonisation. Recèlent-ils des preuves de l'existence de civilisations dont nous ignorons jusqu'à l'existence? Ou la vérité était-elle bien plus prosaïque? Restez à l'écoute, car nous commençons à peine à percer ce mystère. L'histoire est une grande dramaturge capable d'écrire des scénarios si absurdes qu'ils en deviennent incroyables. Mais ce sont précisément ces scénarios qui donnent sa naissance aux mythes les plus tenaces. Nous suivons les traces d'un homme qui ne souhaitait pas devenir une légende, mais qui, contre toute attente, l'est devenu. Il ne s'agit pas d'une histoire de géographie, c'est l'histoire d'un événement fortuit qui peut changer à jamais le cours de l'humanité. Et nous vous la raconterons jusqu'au bout. Ne manquez pas le prochain épisode car nous explorerons des archives restées inaccessibles aux chercheurs pendant des siècles. Là, dissimulée parmi des papiers poussiéreux, se trouve la clé du mystère que Vespucci a emporté dans sa tombe. Ce sera une véritable enquête policière, où les enjeux seront plus importants que jamais. Nous avons hâte de vous retrouver pour la suite de notre investigation.